Ma femme m'a dit, tu es un adulte. Fais-toi à manger. Je ne tiens pas un restaurant. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je m'appelle Antoine. J'ai 32 ans et je travaille comme technicien de maintenance itinérant pour une entreprise d'équipements industriels. La plupart du temps, je suis dehors à réparer des machines dans des entrepôts, des usines, parfois sur des chantiers. Et mes journées durent de 12 à 14 heures, selon la gravité des pannes. Je suis marié à Amélie. Elle a 29 ans, et elle a 2 enfants de son précédent mariage, Théo, qui a 11 ans, et Léa, qui en a 8. Quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a environ 5 ans, tout semblait parfait, vous savez. Nous faisions la cuisine ensemble les week-ends. Elle essayait de nouvelles recettes qu'elle trouvait en ligne. Je faisais griller des brochettes dans le jardin, et les enfants mettaient la table comme si c'était un jeu. Nous nous asseyions tous ensemble, parlions de nos journées, rions des blagues nulles de Théo, et Léa nous montrait ses dessins de l'école. On se sentait comme une vraie famille, celle que j'avais toujours rêvé d'avoir en grandissant. Après notre mariage il y a 3 ans, Amélie a décidé de quitter son emploi de bureau pour devenir graphiste freelance afin de pouvoir être plus souvent à la maison avec Théo et Léa. J'ai entièrement soutenu cette décision, car je voyais à quel point elle tenait à être là pour eux, à les chercher à l'école, à les aider avec les devoirs, à s'assurer qu'ils avaient un parent présent. Mais en cours de route, les choses ont changé d'une manière que je n'ai pas remarqué tout de suite. J'ai commencé à couvrir de plus en plus les dépenses, ce qui était logique puisque mes revenus étaient stables et les siens fluctuaient selon les projets, le remboursement du prêt immobilier, les mensualités de la voiture, l'épicerie, les charges, les fournitures scolaires des enfants, leurs frais de sport, tout retombait progressivement sur ma fiche de paie. Je me disais que c'était temporaire, qu'une fois son travail de freelance bien établi, nous rééquilibrerions les choses. Les mois se sont transformés en une année, puis 2, et rien n'a changé. Je ne me plaignais pas parce que je pensais que c'était ce qu'on faisait quand on aimait quelqu'un, on portait le poids quand l'autre en avait besoin, lui aussi. Mais j'ai aussi commencé à remarquer d'autres choses. De petits détails qui s'accumulaient. Le dîner n'était plus prêt quand je rentrais. Même les jours où je lui envoyais mon emploi du temps par SMS, la maison n'était pas sale, mais elle n'était plus comme avant non plus. Comme si personne ne se souciait vraiment que j'entre dans un espace propre ou dans le chaos. Amélie passait beaucoup de temps sur son ordinateur portable, ce que je supposais être du travail, mais parfois je la voyais faire défiler les réseaux sociaux ou discuter avec des amis pendant que les enfants regardaient la télévision. Je ne dis pas qu'elle ne faisait rien. Elle était certainement occupée avec les enfants et ses projets, mais j'avais l'impression d'être devenue invisible, sauf quand il y avait une facture à payer ou quelque chose à réparer. Puis est arrivé ce jeudi de fin juillet. Je m'en souviens parfaitement parce que c'était l'une de ces journées qui vous épuisent petit à petit. J'ai été appelé à 6 heures du matin dans une usine à 2 heures de route où leur principal système de convoyage était tombé en panne pendant la nuit. L'endroit était un four. Pas de climatisation dans la zone de travail, juste des ventilateurs industriels poussant l'air chaud. Il faisait 35 degrés Celsius dehors. J'ai passé toute la journée dans cette chaleur, rampant sous les machines, diagnostiquant des panneaux électriques, remplaçant des moteurs grillés, et quand j'ai fini, il était près de 20 heures. Ma chemise était trempée de sueur. Mes mains étaient couvertes de graisse et de petites coupures dues aux arêtes métalliques tranchantes, et je n'avais rien mangé à part une barre protéinée que j'avais trouvée dans mon fourgon vers midi. Le trajet de retour a semblé interminable, et tout ce à quoi je pensais, c'était rentrer à la maison, prendre une douche et avoir un vrai repas. Je me suis garé un peu après 21 heures, j'ai franchi la porte d'entrée, et la maison était calme, à l'exception de la télévision dans le salon. Théo et Léa étaient dans leur chambre, probablement en train de se préparer à se coucher, et Amélie était sur le canapé avec son ordinateur portable. J'ai laissé tomber mon sac de travail près de la porte et je suis allé directement à la cuisine, espérant qu'il y aurait peut-être des restes de dîner que je pourrais réchauffer. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai vu de quoi faire des sandwichs, quelques yaourts, la moitié d'une pizza de 2 jours qui avait l'air douteuse, mais rien qui ressemblait à un repas que quelqu'un m'aurait réservé. Je suis resté là une seconde, fixant le réfrigérateur, sentant l'épuisement s'installer dans mes os. Je suis retourné au salon et j'ai demandé à Amélie s'il restait quelque chose pour le dîner. Elle n'a même pas levé les yeux de son écran. Nous avons mangé à 18 heures, a-t-elle dit, comme si j'aurais dû le savoir. Il y a de quoi dans le frigo. Je lui ai dit que je venais juste de rentrer, que j'avais travaillé 14 heures dans une chaleur étouffante et que j'espérais vraiment quelque chose de plus que de quoi faire un sandwich. C'est à ce moment-là qu'elle m'a finalement regardé,
et son expression n'était ni sympathique ni désolée. Elle était agacée. « Tu es un adulte, dit-elle froidement. Fais-toi à manger. Je ne tiens pas un restaurant. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, comme si quelqu'un m'avait poussé en arrière. Je suis resté là, la regardant, attendant qu'elle réalise à quel point cela sonnait dur, attendant qu'elle s'adoucisse et dise qu'elle ne voulait pas le dire comme ça. Mais elle est juste retournée à son ordinateur portable comme si la conversation était terminée. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai fait demi-tour, je suis retourné à la cuisine et je me suis fait un sandwich au jambon fromage, comme si j'avais à nouveau 10 ans. Je l'ai mangé debout au comptoir, et à chaque bouchée, je sentais quelque chose se fissurer en moi. Une certaine supposition que j'avais sur ce que le mariage était censé être. Je pensais sans cesse à mes parents. Mon père a travaillé dans le bâtiment toute sa vie. De longues heures, un travail physique difficile, et ma mère avait toujours le dîner prêt pour lui quand il rentrait. Non pas parce qu'elle le devait, non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'elle tenait à lui et voulait qu'il ait cela après une longue journée. Il ne s'agissait pas de rôle de genre ou de pensée dépassée. Il s'agissait d'amour et de considération, de voir son partenaire s'épuiser au travail et de vouloir prendre soin de lui. C'est ce que je pensais avoir avec Amélie, ce même genre de partenariat. Mais debout là, avec ce triste sandwich, j'ai réalisé que je m'étais trompé. À quand remontait la dernière fois où elle m'avait demandé comment s'était passée ma journée et avait réellement écouté? À quand remontait la dernière fois où elle avait fait quelque chose juste parce qu'elle pensait que cela me ferait plaisir? Je ne pouvais pas m'en souvenir. La pensée qui m'effrayait le plus n'était pas le dîner froid ou les mots durs. C'était la question qui venait après. N'étais-je qu'un chèque de paie pour elle? Étais-je juste le gars qui maintenait les lumières allumées et le prêt immobilier payé pendant qu'elle vivait la vie qu'elle voulait? Je n'avais pas de réponse cette nuit-là, mais je savais que quelque chose avait fondamentalement changé. J'ai fini mon sandwich, pris une longue douche et me suis allongé dans le lit, fixant le plafond pendant qu'Amélie dormait à côté de moi comme si rien ne s'était passé. Cette phrase ne cessait de résonner dans ma tête, « Tu es un adulte. Fais-toi à manger. » Et j'ai réalisé qu'elle avait raison sur un point. J'étais un adulte. Et peut-être qu'il était temps que j'agisse comme tel en prenant soin de moi, car il était clair que personne d'autre dans cette maison n'allait le faire. Je ne savais juste pas encore que prendre soin de moi allait être très différent de ce qu'elle attendait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange clarté, comme si mon cerveau avait passé toute la nuit à traiter ce qui s'était passé et était arrivé à une conclusion pendant mon sommeil. Je n'allais pas me disputer avec Amélie. Je n'allais pas mendier son attention ou ses soins. J'allais juste faire exactement ce qu'elle m'avait dit de faire, prendre soin de moi. Si elle voulait me traiter comme un colocataire qui payait toutes les factures, alors très bien. J'agirais comme tel. Ce vendredi-là, je suis parti travailler avant que quiconque ne soit levé, je me suis arrêté à l'épicerie en rentrant et j'ai acheté de la nourriture spécialement pour moi. Des choses que j'aimais vraiment et que personne d'autre dans la maison ne touchait jamais, de bonnes pièces de bœuf, des légumes frais, le café cher que j'évitais toujours parce que cela semblait inutile, quelques bières artisanales que j'avais envie d'essayer. Quand je suis rentré vers 19h ce soir-là, Amélie et les enfants avaient déjà mangé quelque chose, je ne sais même pas quoi, et elle était de retour sur le canapé avec son ordinateur portable. Je n'ai pas posé de questions sur le dîner, je n'ai rien mentionné, je suis juste allé directement à la cuisine et j'ai commencé à cuisiner. J'ai assaisonné une épaisse côte de bœuf, fait chauffer une poêle en fonte jusqu'à ce qu'elle fume, et je l'ai cuite exactement comme je l'aimais, saignante avec une croûte parfaite. Je me suis fait des asperges rôties à l'ail, une pomme de terre au four bien garnie, le tout. L'odeur a rempli la maison, et j'ai vu Théo jeter un coup d'œil dans la cuisine avec un air curieux. « Ça sent vraiment bon », a-t-il dit. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Je lui ai dit que c'était juste le dîner pour moi. Rien de spécial. Amélie est apparue dans l'embrasure de la porte une minute plus tard et je pouvais sentir qu'elle me regardait pendant que je dressais mon assiette. « Tu as fait du bœuf ?» a-t-elle demandé, et il y avait quelque chose dans sa voix. Pas vraiment blessée, mais certainement surprise. « Oui », ai-je dit avec désinvolture. J'avais faim après le boulot. Elle a attendu comme si elle s'attendait à ce que je lui en propose, mais j'ai juste pris mon assiette, attrapé une bière dans le frigo et je suis allé manger dans le petit bureau que j'avais pratiquement transformé en mon espace. Je l'ai entendu retourner au salon sans rien dire d'autre. Samedi matin, je me suis levé tôt, je me suis fait un vrai petit déjeuner, œufs brouillés au fromage, bacon, toast, jus d'orange frais,
le genre de petit déjeuner que je faisais pour tout le monde les week-ends. Amélie est entrée dans la cuisine pendant que je mangeais, toujours en pyjama, et a regardé la poêle que j'avais déjà lavée et rangée. « Tu as fait le petit déjeuner ?» a-t-elle demandé. « Pour moi ? » « Oui, » ai-je dit, prenant une autre bouchée. « Il y a des œufs et le reste dans le frigo si tu veux t'en faire. » Elle est restée là un instant et j'ai pu voir son cerveau essayer de comprendre ce qui se passait. « Tu n'en fais pas pour nous ?» a-t-elle demandé, et maintenant il y avait clairement une pointe d'agacement dans sa voix. Je l'ai regardée calmement et j'ai répété les mots exacts qu'elle m'avait dit 2 nuits auparavant. « Tu es un adulte, » ai-je dit. « Fais-toi à manger. » Son visage a traversé environ 3 expressions différentes, choc, colère, puis cette neutralité forcée, comme si elle ne voulait pas me donner la satisfaction d'une réaction. Elle a attrapé un yaourt dans le frigo et est partie sans un mot de plus. C'est là que j'ai su que cela allait devenir intéressant. Les enfants m'ont demandé plus tard si je voulais aller avec eux à la piscine municipale et je leur ai dit que j'avais des courses à faire, ce qui était vrai, je devais aller au magasin de bricolage chercher des choses pour la maison. Mais la vraie raison était que je voulais établir que je n'étais plus automatiquement disponible pour les activités familiales. Surtout quand personne ne semblait se soucier de savoir si j'étais inclus ou non. Dimanche soir, Amélie a annoncé qu'elle emmenait Théo et Léa voir un film, un dessin animé qu'ils voulaient voir. Elle n'a pas demandé si je voulais venir, elle m'a juste dit qu'ils y allaient. D'accord, amusez-vous bien, ai-je dit, et j'ai envoyé un SMS à mon pote Julien pour voir s'il voulait dîner et regarder le match dans ce bar sportif où nous allions avant mon mariage. Nous avons passé un très bon moment, des ailes de poulet et de la bière, à parler de choses normales. Et je n'ai pas pensé à la maison une seule fois pendant ces 3 heures. Quand je suis rentré vers 21h30, Amélie m'attendait dans le salon, les bras croisés. « Tu es sorti ?» a-t-elle demandé comme si j'avais commis un crime. « Oui, vous êtes allé au cinéma, alors j'ai retrouvé Julien. » J'ai dit, « Nous ne t'avons pas invité au cinéma parce que tu ne veux jamais voir de film pour enfants, » a-t-elle dit, la voix montant. Je pensais que nous pourrions tous faire quelque chose ensemble en famille ce soir. Je l'ai juste regardé. Tu as planifié le film sans me le demander, ai-je dit. Tu n'as rien mentionné à propos de faire quelque chose ensemble après. Comment étais-je censé le savoir? Elle n'a pas eu de réponse. Elle a juste fait demi-tour et est allée dans la chambre. C'est devenu le schéma de la semaine suivante. Lundi, je suis rentré du travail, j'ai préparé le dîner pour moi-même, j'ai mangé seul. Mardi, Amélie a essayé de faire un bon dîner pour tout le monde, y compris moi, comme si elle essayait de prouver quelque chose, mais cela semblait forcé et gênant. Mercredi, j'ai commencé à faire ma propre lessive séparément, juste mes vêtements, et j'ai laissé ceux des autres dans le panier. Jeudi, Amélie m'a demandé de chercher Théo à l'entraînement de foot, et je lui ai dit que j'avais des plans, ce qui était vrai, j'avais pris le rendez-vous chez le dentiste que je repoussais depuis des mois. Elle a dû réorganiser son après-midi pour aller le chercher, et elle était furieuse. « Tu n'étais jamais comme ça ?» a-t-elle dit ce soir-là. « Comme quoi ?» ai-je demandé. « Disponible ? C'est parce que je pensais faire partie d'une équipe. Maintenant, je réalise que je ne suis que le type qui paie et à qui l'on demande occasionnellement des faveurs. » Le vendredi soir, les choses ont vraiment dégénéré. J'avais suivi notre compte bancaire joint plus attentivement, quelque chose à quoi je n'avais pas prêté beaucoup d'attention auparavant, car je pensais que nous étions 2 adultes gérant l'argent de manière responsable. Mais quand j'ai réellement regardé les relevés des 6 derniers mois, j'ai vu un schéma qui m'a retourné l'estomac, rendez-vous chez le coiffeur, nouveaux vêtements, produits de soins coûteux, abonnement à des box, commandes fréquentes de plats à emporter les jours où je n'étais pas à la maison, le tout sur le compte joint sur lequel je déposais l'intégralité de ma paie, tandis que le revenu de freelance d'Amélie allait sur son compte personnel auquel je n'avais pas accès. Il y avait aussi des frais pour les enfants, ce qui était normal, ils avaient besoin de choses. Mais il n'y avait rien, absolument rien qui ait jamais été dépensé pour moi, à moins que je ne l'ai acheté moi-même. Pas un cadeau d'anniversaire, pas un dîner surprise, pas même un simple achat attentionné comme mes snacks préférés ou un livre que j'avais mentionné vouloir lire. J'étais assis là à regarder les chiffres, faisant le calcul dans ma tête, et j'ai réalisé que je finançais le style de vie confortable de quelqu'un d'autre tout en vivant comme si j'étais encore un étudiant fauché, économisant chaque centime. Le compte joint était essentiellement mon compte à partir duquel d'autres personnes dépensaient. Amélie avait son argent de freelance mis de côté en toute sécurité, tandis que le mien s'évaporait pour les besoins de tout le monde sauf les miens. J'ai ouvert un compte chèque séparé ce samedi,
je suis allé à la banque en personne et j'ai tout mis en place. À partir de la semaine suivante, je déposerai juste assez sur le compte joint pour couvrir ma part des vraies factures du ménage, prêt immobilier, charges, courses, et le reste irait sur mon propre compte. Quand Amélie m'a demandé pourquoi j'étais resté si longtemps à la banque, je lui ai dit que j'examinais des options d'investissement, ce qui n'était pas techniquement un mensonge, j'investissais dans ma propre indépendance financière. Ce dimanche-là, j'ai passé la majeure partie de la journée dans le garage à organiser mes outils et à réfléchir. Théo est venu m'aider un moment, me tendant des clés et posant des questions sur le fonctionnement de différentes choses. Et ce fut la meilleure conversation que j'ai eue avec quelqu'un dans cette maison depuis des semaines. Il ne voulait rien de moi, sauf mon temps et mon attention. Et j'ai réalisé que c'était tout ce que j'avais toujours voulu d'Amélie aussi. Léa m'a apporté un dessin qu'elle avait fait de notre famille. Et sur le dessin, j'étais légèrement à l'écart de tout le monde. Pas intentionnellement, je pense, juste la façon dont une enfant de 8 ans dessine naturellement ce qu'elle observe. Je l'ai scotché sur ma boîte à outils et j'ai senti une lourde tristesse s'installer sur moi. Même les enfants pouvaient voir que je n'appartenais plus vraiment à cette famille. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec Amélie à l'autre bout du matelas comme si nous étions des étrangers, j'ai eu cette pensée qui ne me quittait pas, dans cette maison, dans cette famille, je n'étais pas un mari ou un partenaire, ni même vraiment une figure parentale pour Théo et Léa. Malgré 3 ans d'efforts, j'étais un pourvoyeur, une ressource financière, quelqu'un qui maintenait la machine en marche, mais qui ne faisait pas réellement partie de la vie que cette machine soutenait. Chaque interaction était devenue transactionnelle. Chaque demande était en réalité une exigence. Chaque jour n'était que moi me présentant pour financer une vie à laquelle je n'étais pas vraiment inclus. J'ai repensé à cette phrase qu'Amélie avait utilisée lors de notre dispute, « Tu n'étais jamais comme ça ». Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Je n'avais jamais eu de limite. Je n'avais jamais remis en question où allait mon argent ou si j'étais valorisé au-delà de ma paix. Je n'avais jamais attendu de considération ou de soins élémentaires. Je donnais et donnais et donnais, espérant qu'un jour quelqu'un le remarquerait et l'apprécierait. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils ne valorisent pas. Et Amélie avait rendu limpide que la seule chose qu'elle valorisait chez moi était ma capacité à continuer à tout payer. L'homme derrière le chèque de paie, le gars qui travaillait des journées de 14 heures sous une chaleur de 35 degrés Celsius, le mari qui voulait juste que quelqu'un se soucie de savoir s'il rentrait épuisé et affamé. Cette personne lui était invisible. Et vous savez quelle était la pire partie? J'avais laissé faire. Je l'avais entraîné à me traiter de cette façon en acceptant de moins en moins jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Mais j'en avais fini de l'entraîner, fini d'espérer que les choses s'amélioreraient comme par magie, fini d'être invisible dans ma propre maison. J'étais un sponsor financier pour la vie de quelqu'un d'autre. Et cette réalisation, aussi douloureuse soit-elle, m'a finalement donné la clarté dont j'avais besoin pour déterminer la suite. Lundi matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille pendant ma pause déjeuner. Il s'appelait Maître Dubois. Il m'avait été fortement recommandé par un collègue, et il a accepté de me voir ce mercredi. J'ai quitté le travail plus tôt et j'ai conduit jusqu'à son cabinet en centre-ville. Il a été direct, sans mâcher ses mots, juste les faits. Nous avons parlé du mariage, des finances, des enfants. Quand j'ai expliqué que Théo et Léa étaient issus du précédent mariage d'Amélie et n'étaient pas mes enfants biologiques, il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu cette histoire. La bonne nouvelle m'a frappé comme un soulagement dont j'ignorais avoir besoin, mon exposition financière était limitée. La maison n'était qu'à mon nom. Mes parents avaient donné la compte comme cadeau de mariage pour moi et j'avais payé le prêt immobilier seul. Le revenu de freelance d'Amélie allait sur son compte séparé tandis que je déposais tout sur notre compte joint. Maître Dubois a dit que cela jouait en ma faveur. Je pouvais démontrer une contribution inéquitable étant donné que le mariage durait moins de 5 ans, qu'il n'y avait pas d'enfants biologiques ensemble et qu'il y avait un déséquilibre financier. J'étais face à une séparation nette. Je suis resté assis dans ma voiture après, pendant 20 minutes, pensant que c'était réel maintenant. Je pouvais mettre fin à ce mariage sans être détruit financièrement. La question n'était plus de savoir si je pouvais partir, mais si je devais le faire. J'ai décidé d'avoir une dernière conversation honnête. Ce samedi-là, j'ai demandé à Amélie de parler sans les enfants. Elle est immédiatement devenue sur la défensive, mais a accepté. Nous avons envoyé Théo et Léa chez sa mère et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai tout exposé, la solitude de travailler des heures brutales et de rentrer à la maison dans l'indifférence,
le fait d'être traité comme un distributeur automatique de billets, de porter tout le poids financier pendant qu'elle gardait ses revenus séparés, de devenir invisible sauf quand il y avait une facture à payer. Je ne criais pas, j'expliquais juste ma réalité. Amélie a écouté, mais son visage s'est durci. Quand j'ai eu fini, elle m'a dit que j'étais trop sensible, qu'elle avait beaucoup de choses à gérer avec les enfants et le travail. Elle a dit que j'avais choisi mon travail, que personne ne m'y avait forcé, et elle a essayé de faire passer l'incident de la cuisine pour ridicule. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. J'ai expliqué que je n'étais pas fâché de faire le dîner. J'étais fâché par ce que cela représentait, le manque d'attention. Elle a levé les yeux au ciel, elle a réellement levé les yeux au ciel, et j'ai su que cette conversation était inutile. Mais je devais poser une question, qu'est-ce que je suis pour toi, Amélie? Qu'est-ce que je suis à part l'argent? Elle a ouvert la bouche rapidement, puis s'est arrêtée. La pause s'est étirée. 10 secondes, 20. Finalement, elle a parlé. Tu es un bon pourvoyeur. La façon dont elle l'a dit, comme si cela devait suffire, m'a tout dit. Pas un mari, pas un partenaire, juste un pourvoyeur. J'ai sorti les papiers de divorce et je les ai posés sur la table. Son visage est devenu blanc. Je lui ai dit que je demandais le divorce, que je ne pouvais pas être marié à quelqu'un qui ne me voyait que comme un compte en banque. Elle a commencé à pleurer, a dit que nous pouvions arranger les choses, qu'elle pouvait changer. Je lui ai rappelé que je lui avais donné 3 ans de chance. Si je dois te forcer à m'aimer, alors ce n'est pas réel, ai-je dit. Elle a continué à pleurer, mais j'avais entendu assez de promesses vides. Les semaines suivantes ont été tendues. J'ai déménagé dans la chambre d'amis. Amélie alternait entre jouer à l'épouse parfaite et être en colère. Les enfants savaient que quelque chose n'allait pas. Une nuit, Théo m'a demandé si j'allais déménager. Je me suis assis avec lui et Léa et j'ai expliqué qu'Amélie et moi avions des problèmes d'adultes et devions vivre séparément. Léa a demandé s'ils avaient fait quelque chose de mal, et je les ai assurés que ce n'était pas à cause d'eux, que je tenais toujours à eux. Théo a demandé s'ils allaient toujours me voir, et j'ai absolument promis que oui. 2 mois plus tard, le divorce était finalisé. Processus rapide, rien à se disputer. La maison était à moi. Amélie est partie avec les enfants. Elle a essayé une dernière fois la veille de son départ, s'est habillée et a parlé de réservation au restaurant de notre premier rendez-vous. Je l'ai regardée et je n'ai ressenti que de l'épuisement. Ce que nous avions avait pris fin il y a longtemps, je venais juste de l'accepter. Elle est partie le lendemain et la maison est devenue silencieuse. C'était il y a 6 mois. J'ai été promu technicien principal avec des horaires normaux. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis. Théo et Léa viennent toutes les 2 semaines et c'est vraiment bien sans l'attention. La semaine dernière, Julien m'a demandé si j'étais prêt à avoir de nouvelles relations. Je lui ai dit peut-être, mais que cette fois, je n'oublierai jamais quelque chose d'important, au moment où quelqu'un vous dit de prendre soin de vous, croyez-le. Ils ont déjà cessé de s'en soucier. J'ai passé 3 ans à espérer qu'Amélie me verrait et elle ne l'a jamais fait parce qu'elle ne le voulait pas. Elle voulait un pourvoyeur, rien de plus. La prochaine fois, je chercherai quelqu'un qui veut être un partenaire, quelqu'un qui se montre parce qu'il le veut. Et si je ne vois jamais cette réciprocité, je ne perdrai pas des années à espérer qu'elle apparaîtra. Je m'éloignerai plutôt, tant qu'il me reste encore assez de moi-même pour construire quelque chose de mieux. C'est la leçon que j'ai apprise à la dure. Mais au moins, je l'ai apprise. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle.